Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Eh bien, bon lundi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean Saint-Pierre, j'anime Côte-Nord Attitude, c'est notre première en 2017. On est très content d'être de retour. Ce lundi 9 janvier, 2 midis par semaine, je suis en co-animation avec Valérie Dionne. Bonjour. Bon midi, Jean. Ben oui, on est content. C'est tellement passé de choses, Valérie, dans le temps des fêtes. On aurait aimé avoir une émission d'affaires publiques. Elle aurait été pertinente. Effectivement, surtout autres, le 30 décembre. Hein? Le 31, en tout cas, au lendemain, là, elle aurait été très pertinente, l'émission. On va bien sûr revenir sur cette fameuse tempête. Là, moi, je l'appelle la tempête du siècle, parce que tout le monde nous dit c'est du jamais vu. Ben, il y a des gens de 80 près ou des gens qui se rappellent quand même de leur enfance, hein. Oui, c'est sûr. C'est qu'on va l'appeler la tempête du siècle. Moi, moi, honnêtement, j'avais jamais vu une tempête comme celle-là. Et les ravages que ça a fait aussi, c'est sûr qu'on va s'en souvenir longtemps. Je pense que maintenant, toute tempête, on va avoir ce barème-là. Tu sais, moi, je me dis tout le temps maintenant, à chaque tempête, je me dis, c'est moins pire que la tempête du 30 décembre. Je pense qu'on va toujours avoir ça comme comparatif. J'espère qu'on n'en aura pas d'autres des aussi fracassantes, là. On va en parler, hein, parce qu'on le sait, quand il y a des mesures d'urgence, c'est la ville qui est au premier rang, en première ligne, là, pour aider ses citoyens. Donc, le maire de cette île a été interpellé, le directeur général, la ville a travaillé en première ligne. Régent Porlier, maire, sera avec nous. On va en profiter aussi pour parler de 2017, année électorale à cette île, mais surtout une année où on veut réaliser encore plusieurs dossiers, où on n'aura pas le choix non plus de négocier, de discuter, de régler la question de la taxation du côté de la nouvelle société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire aussi. Donc, le maire Régent Porlier est avec nous en ouverture de Côte-Nord Attitude dans quelques instants. Également, les négociations de 2017 de la CSN, il y en a plusieurs pour la Côte-Nord. La semaine dernière, là, Guillaume Tremblay, le président de la CSN Côte-Nord, est entouré de conseillers municipaux et du député à Bécomo pour un point de presse. On parle entre autres du projet Optilab. Cette entrevue avec Guillaume Tremblay, elle est préenregistrée. On vous la propose vers midi 28 sur nos ondes. Également, Valérie, on va s'entretenir avec la docteure Annick Aymon, une dame de Port-Cartier qui s'implique dans son milieu. Oui, tout à fait. Elle est la présidente de la campagne de financement de la Maison de la famille de Port-Cartier. Ce sera la 5e campagne de financement. Objectif de 50 000 $ pour cette année. Il faut dire que c'est une année quand même assez charnière pour la Maison de la famille parce que ils vont déménager cette année et il y aura aussi bien sûr les activités là traditionnelles pour la campagne de financement, mais on pense peut-être en mettre 2 nouvelles aussi. Donc en tout cas, on pourra jaser de ça puis des services qu'offre aussi la Maison de la famille à Port-Cartier avec la docteure Annick Aymon. Pour eux aussi, c'est une année importante. 2017, il va y avoir le déménagement. Hein. On sait qu'on est en train de compléter les réaménagements dans l'ancienne salle de quilles où va se retrouver le CPE et la Maison de la famille. Peut-être qu'on va y donner un nom en conséquence, ce bâtiment-là. Hein. Les familles seront très présentes dans l'ancienne salle de quilles de Port-Cartier. Donc, docteur Annick Aymon avec nous en entrevue en direct vers midi 40 minutes. En fin d'émission, on parle de la troupe et de l'école du Masque d'Or. Michel Pelletier, le fondateur, sera avec nous. On sait qu'il y a des activités là pour les jeunes, des activités très intéressantes. Hein. Le Masque d'Or, on pense aux nombreux artistes qui viennent d'ici, là, qui ont tenté leur chance ou qui ont percé à l'extérieur. Entre autres, Yvan Pedneau, qui a marqué l'actualité culturelle de 2016, est un ancien du Masque d'Or. Je pense que c'est un petit peu là qu'il y a eu la piqûre. C'est vraiment les comédies musicales qui l'intéressaient après. Hein. Il s'est dirigé beaucoup là-dessus, vers ça. Philippe Touzel aussi, si je me trompe Philippe pas. Là, Touzel aussi a fait ses classes avec Michel Pelletier, je croirais bien. Donc, les jeunes là qui s'intéressent aux arts de la scène, c'est un mosus de bons moyens, une formation avec le Masque d'Or, parce qu'on touche à la fois au théâtre, à la chanson, les déplacements sur scène, la comédie musicale, la danse. C'est très, très complet. La troupe du Masque d'Or et l'école depuis quelques années. Ce qu'on fait du côté de l'école, c'est assez exceptionnel pour nos jeunes également. Michel Pelletier, donc, sera avec nous en fin d'émission pour nous parler du Masque d'Or. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM.
Ben d'abord, les policiers de la Sûreté du Québec en Mingani ont arrêté hier 2 individus. Ils sont soupçonnés d'avoir foncé en motoneige, sur un groupe de 5 personnes, 5 hommes, dans la nuit de samedi à dimanche. 2 personnes ont été blessées lors de l'événement survenu à 2h du matin sur la rue Pachine, dans la communauté Innu de Natashquan. Les victimes ont été transportées d'abord au dispensaire local, puis transférées à l'hôpital régional de Sept-Îles. On les soigne pour des blessures mineures. Les 2 agresseurs se trouvaient sur la même motoneige qui a foncé sur le groupe de jeunes adultes qui revenaient d'une soirée festive. La multinationale ArcelorMittal a connu des bons résultats financiers en 2016 après une année 2015 difficile. La valeur des actions en bourse de l'entreprise a progressé de près de 80% en 2016. Le premier sidérurgiste mondial est bien implanté en Europe, au Canada et aux États-Unis. La compagnie pourrait profiter des mesures protectionnistes envisagées par le président Trump. Les spécialistes estiment qu'ArcelorMittal recueille les fruits de la restructuration drastique entamée depuis plusieurs années. ArcelorMittal opère des installations minières à Fermont, une usine de bouletage et du transbordement de fer à Port-Cartier. Le syndicat des métallos amorce dans les prochains jours une négociation pour le renouvellement de la convention collective des travailleurs d'Arcelor sur la Côte-Nord. Par ailleurs, le syndicat des métallos entreprend la négociation d'un premier régime de retraite pour les travailleurs de la nouvelle Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire. La SFP, créée par le gouvernement du Québec, embauche des anciens travailleurs de Cliffs Minwabush. Et puis la CSN Côte-Nord se prépare pour plusieurs négociations en 2017. Le syndicat souhaite de nouvelles ententes pour ses membres, ceux qui sont à l'emploi des CPE de notre région, du pénitencier de Port-Cartier, des prisons de Sept-Îles et Bécomo, de Tourbière-Lambert à Pentecôte et de Radio-Canada à Sept-Îles, entre autres. La CSN promet aussi des actions soutenues sur les fronts social, économique et politique. Le président régional de la centrale syndicale rappelle à Philippe Couillard qu'il s'est engagé à devenir le premier ministre de tous les Québécois et le gouvernement des régions. Guillaume Tremblay demande un important coup de barre concernant le développement régional. Selon lui, la création de la Société du Plan Nord ne remplace pas la disparition de la conférence des élus de la Côte-Nord, ni le budget du Fonds de développement régional. Le président de la CSN sera avec nous en entrevue à Côte-Nord Attitude un peu plus tard. Mais dans quelques instants, c'est le maire de Sept-Îles qui sera avec nous, Régent Porlier. Attitude. Vous voulez mettre à jour vos connaissances en vue de votre prochaine stratégie de commercialisation qui saura vous démarquer de la concurrence? Commerce alimentaire en ligne, transport, emballage, exportation, alliances stratégiques et opportunités de marché. Venez découvrir la recette de votre succès au Forum bioalimentaire de la Côte-Nord, ces 25 et 26 janvier au Centre des Arts de Bécomo. Le décompte est commencé pour profiter du tarif réduit. Visitez la page Facebook ou le site web de la table bioalimentaire Côte-Nord et inscrivez-vous maintenant. Commencez l'année du bon pied. Choisissez les chaînes télé que vous voulez. Téléchargez avec des vitesses Internet ultra rapides. Regardez en rafale vos émissions quand vous le voulez. Cette année, offrez-vous Internet Ultra Fibre 40, 30 chaînes télé de votre choix et la téléphonie pour seulement 69 $ par mois pendant 6 mois. En plus, l'enregistreur TiVo et ses fonctionnalités épatantes est gratuit pendant 12 mois. Des conditions s'appliquent. Cette année, passez à Cogeco et passez en mode épatant. Aïe aïe, Sophie, t'as des paparazzis qui te suivent. Ben oui, toi. Madame, vous êtes radieuse. Quel est votre secret? Ouais, je suis ta meilleure amie. Tu me croiras jamais. Dis-le donc. Je me suis offert des soins du visage, un lifting sans chirurgie, j'ai peaufiné ma silhouette, je me suis réinscrite au gym et je me suis fait faire une coiffure de star. Seigneur, ça a dû te coûter un bras? Ben non, regarde, j'ai encore mes 2 bras grâce à la boutique Attraction. T'as plein d'offres à 50% du prix partout à travers le Québec. Toutes les femmes en rêvent et moi, j'en fais une réalité. Boutiqueattraction.com. 100% de plaisir pour 50% du prix. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.
Eh ben, on est en entrevue avec le maire de Sept-Îles, Régent Porlier, qui a vu son temps des fêtes complètement transformé, comme à peu près tout le monde qui vit sur le bord de la rive à Sept-Îles également. Régent Porlier, d'abord, bonne année 2017. Bienvenue à Côte-Nord Attitude. Ben merci. Bonne année à vous autres aussi. Soit dit en passant, moi, c'était rien, ça. C'est sûr. À côté de ceux où ce qui était vraiment bouleversé, là, en réalité, je suis resté à Sept-Îles, je devais sortir un peu, mais on est resté à Sept-Îles, puis des fois, c'est un mal pour un bien. On a moins de transport, mais on se repose un peu plus. Ouais, t'es natif de Port-Cartier. Sept-Îles, tu l'habites depuis, je pense, ton adolescence, si je me souviens bien. Dans les 50 dernières années, des tempêtes comme ça, il y a pas grand monde qui se rappelle d'avoir vu ça, là, avec autant de débordements quand même. Non, effectivement. Puis quand on faisait le tour des endroits aux plages, une dame d'un âge certain me disait, ça fait longtemps, on parlait d'une trentaine d'années derrière. Et c'est sûr que la nature humaine oublie, mais elle s'en souvenait très bien parce que ça avait débordé du côté de la rive, là, du côté des plages, ça avait débordé, ça avait été assez loin quand même. Puis c'est des éléments qui sont, quand tu dis que tous les éléments sont au rendez-vous, là, puis à l'époque, je suis pas mal convaincu qu'il y avait une banquise de glace qui était quand même plus solide qu'aujourd'hui. Ce qu'on a de moins en moins, hein, oui. Une bonne banquise de glace pour casser les vagues. Donc c'est un autre élément qui s'ajoute là, qui rend ça épouvantable là, quand ça arrive des tempêtes comme ça. Au moins on pourra dire que ça a été instructif. Maintenant on sait ce que c'est une bombe météo. Les prochaines on va les surveiller. Hein. C'était vraiment une question de pression atmosphérique aussi. Là, on pense souvent à l'amplitude, la grande marée là d'automne qui arrive maintenant plus en hiver. Il y aura encore de l'eau très très haute cette semaine de partout là sur la côte nord. Il y a encore des bonnes marées à venir. Mais là une bombe météo, c'est les vents aussi. Il faut qu'ils frappent vers chez nous. On avait toutes les conditions en même temps. Absolument. Quand il parle de bombes météorologiques, en tout cas, j'ai appris ça moi aussi cette fois-là. Il parle de 24, je vais dire des unités, là, une chute de 24 unités dans 24 heures. Je sais pas si des kilopascales ou pour la pression atmosphérique. Puis on en a eu 43. La chute a été de 43. Ça fait qu'on peut tout de suite s'imaginer que... Le double de la normale, c'est pratiquement du double de ce que ça aurait été juste pour qualifier de bombe météorologique. Et là, cette chute de pression-là, ça fait augmenter les eaux. Et avec les vents, comme tu le mentionnais, les vents quand même 100 km/h, tout y était là. Puis c'était quelque chose. Je suis allé aux trois endroits où nous, on a été principalement touchés. Du côté des plages, du côté de la rue des Campeurs, la Val-Marguerite, et du côté de la rue Belle. Puis c'était impressionnant. C'était vraiment impressionnant. Puis je comprends qu'il y a des gens là qui devaient dormir inquiets lorsqu'ils savaient qu'une tempête s'annonçait ou s'annonce encore aujourd'hui. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à dormir parce que quand ça vient frapper, c'est venu frapper jusque sur les maisons. C'est pas rien, là, c'est quelque chose. Ouais, puis il y a des gens qui l'ont vécu assez stressante aussi là. Moi j'ai parlé entre autres à Stéphane Marchand qui était en train de monter sur sa maison. Il se retrouvait entre la rue des Campeurs qui était devenue une rivière à débris, puis la mer qui continuait de faire des ravages là. C'était pas sécurisant pour ces gens-là. On a bien compris hein le rôle de la ville là quand on déclenche des mesures d'urgence dans une municipalité, c'est la ville qui est au premier qui va au front là. Ah oui, c'est la ville. C'est beaucoup le pivot dans toutes ces choses-là. Parce que d'abord, les gens, dépendamment de ce qui arrive, dépendamment des urgences, mais on a déjà un plan d'urgence qui fait en sorte que si jamais au besoin, extrêmement à l'extrémité, on aurait besoin même, je dirais, d'avoir des endroits pour que les gens puissent dormir. Je me souviens la fameuse alerte. Beaucoup de gens essaient de l'oublier, là, mais l'alerte qu'il y avait eu là du côté de la bombe, là, du côté de la rue Franklin, mais il y a des gens qui ont dû évacuer une partie de ce secteur-là. Comme ça, à Brûle-Pourpoint, c'est pas tout le monde qui avait un endroit pour aller se loger. Donc, on a notre point de ralliement dans ce temps-là, c'est le centre social. On a des lits de fortune, mais des camps d'armée, si on peut dire, qu'on a ici et là, qu'on récupère puis qu'on installe aux besoins. On n'a pas eu besoin dans ce cas-là. Il y a des gens parfois qui vont à l'hôtel aussi. Il faut savoir que dans un sinistre comme on vient de passer, la Croix-Rouge est quand même là rapidement. Les 72 premières heures, là, elle l'accompagne. Ensuite, le ministère qui embarque avec... il y a eu un acte ministériel qui a été adopté rapidement. Et ça, je peux vous dire que
en même temps, là, ça permet de vérifier est-ce qu'on est efficace. Là. Et moi, les commentaires que j'ai reçus à gauche à droite, c'est que oui, la ville a bien répondu. Le ministère aussi très rapidement. Okay. Donc, comment t'es satisfait? Autant, je pense que c'est le directeur général, là, Claude Bureau, qui a été très sur le terrain. Il y a des équipes, à un moment donné, il fallait surveiller à 4-5 endroits différents en même temps. Autant le travail de la ville, le soutien du ministère de la Sécurité publique, la Croix-Rouge, tout le monde qui est impliqué, les pompiers, les policiers. On est satisfait du déroulement de tout ça? Oui, on aurait pas souhaité que tout ça se passe, mais effectivement, sur le terrain, moi, mes vacances, c'est rien, là, parce que même Claude, lui, de son côté, Claude Bureau, notre directeur général, je peux vous dire qu'il a été beaucoup sur le terrain avec les gens de la sécurité civile, à faire le tour des bâtisses, tout ça. Puis, on peut dire qu'il n'a pas eu beaucoup de vacances, là. Mais il va se reprendre, là, je suis pas inquiet. Mais c'est, oui, un très bon partenariat. Sécurité civile, comme je vous disais, rapidement rentre en contact avec la ville. T'as la Sûreté du Québec. Nos gens, en plus, c'est une période où c'était une tempête de neige en même temps. Donc, nos gens étaient... Dans le temps des fêtes, c'est pas évident non plus. Il y a des gens qui étaient carrément pas là. Je pense aux conseillères des 2 quartiers qui étaient pas dans le secteur, qui étaient à l'extérieur. Madame Cato qui s'en excusait, là, mais elle était là en voyage. Écoutez, c'est des choses qui arrivent, mais en même temps, effectivement, mais des propriétaires qui étaient pas là non plus. Ben oui. Des propriétaires en vacances. Que là, t'es à l'autre bout, puis quelqu'un t'appelle pour te dire, écoute, c'est en train d'arriver. C'est complexe, puis tu fais des mauvaises surprises parfois là. L'avenir des choses maintenant, bien sûr, il y aura toute une réflexion à se faire là sur les habitations. Je pense que le ministère a amorcé aussi là, la tournée d'aller voir si pour l'avenir c'est sécuritaire. Bon, les scientifiques nous le disent, hein, malheureusement, c'est une conséquence du réchauffement climatique. Et il pourrait y avoir d'ici 2050, c'est pas si loin que ça d'ici 2050 là. Non. Ça peut être la semaine prochaine aussi. Il pourrait y avoir encore des tempêtes dévastatrices. Absolument. Puis ça fait déjà un moment qu'ils nous disent qu'elles vont peut-être être plus fréquentes avec le réchauffement de la planète. Il y a encore des climato-sceptiques là. On a un qui est assez important de l'autre côté, au sud du Canada, là, qui en tout cas qui doutait de tout ça. Mais c'est une réalité. Là, on le voit, le réchauffement. Là, je vous parlais tantôt des banquises de glace, là, de moins en moins. Donc, c'est une protection qui est plus là. On voit s'effondrer là, les falaises parce que justement, c'est plus chaud. Mais c'est clair il va en avoir d'autres. Mais l'humain est ce qu'il est. Hein. Il veut avoir son petit coin de paradis, être près du fleuve, près d'un cours d'eau, d'une rivière. Dans le coin du Richelieu, hein, souvenons-nous aussi, il avait été gravement touché. Mais les gens, ils veulent retourner dans leur milieu parce que ça arrivera peut-être plus. Non, ça va arriver encore à un moment donné. Est-ce que c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Mais sur le bord de l'eau, il y a un risque d'avoir des tempêtes. Il y a un risque d'avoir toutes sortes de choses comme on voit. C'est arrivé il y a 30 ans, là. Puis là, ça arrivait pour une autre fois. Il y a eu des séquences aussi, là, on me rappelle 2010 que quand même il y avait eu des choses, des infrastructures qui avaient bougé au bord de la mer. Mais de cet impact-là, en tout cas, je pense que c'est vrai qu'on peut reculer encore quelques années derrière. Est-ce qu'il y a des solutions à l'érosion? Est-ce qu'on peut, on pense par exemple au mur aux plages, là, qui a vraiment aidé pas mal, semble-t-il. Ici sur la rue Arnaud, c'est de l'enrochement qui date de longtemps, mais ça a fait le travail pour protéger les habitations. Est-ce que il y a des choses comme ça pour faire plus d'enrochement? On peut pas faire de l'enrochement. Quoi, la ville de Sept-Îles, c'est quoi? 60 km de rive, là? Mais en tout cas, je sais pas qui va le payer, l'enrochement, parce que ça coûte une petite fortune d'enrocher, puis on peut pas enrocher. D'ailleurs, le gouvernement avait fait... il s'est déjà posé la question. Il va y avoir d'autres choses à discuter avec le gouvernement. Est-ce qu'on pourrait pas essayer d'avoir un peu plus de perspective, là, d'une vue moyen, long terme, pour tous ces gens-là, là. Mais le gouvernement s'est déjà posé la question. On va faire des études aussi. Et le choix qui a été fait, qui s'indiquait, c'était la relocalisation. La nature, là, c'est puissant. Puis quand ça se déchaîne, imaginez, est-ce qu'on aurait imaginez les plages, là, d'un bout à l'autre, enrochées. Parce que tu peux pas enrocher un petit bout. Sans penser que ça n'aura pas de conséquences, l'effet de boue qu'il y avait, c'est ça. Moi, j'ai parlé au directeur d'Ouranos, là, il me dirait, moi, je veux pas être voisin de quelqu'un qui va s'enrocher, là. Ça va tout se ramasser à côté, finalement. Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais il y a pas si longtemps, il y avait un reportage qui parlait du côté de la Gaspésie. Puis, les conclusions qu'il en venait, c'est de dire, les travaux qui avaient fait de protection, on aurait
peut-être pas dû aller dans ce sens-là. On aurait plutôt laissons aller puis installons-nous en fonction de prévision, de dire regarde, ça va arriver. Laissons faire la nature, parce que quand la nature va décider de reprendre son droit, ses droits, puis on le voit en Gaspésie, puis qu'est-ce que ça coûte, puis de lutter contre ça a des limites. Et donc, c'est pas simple. En même temps, on comprend les gens, sont dans leur milieu, ils veulent protéger leur milieu, mais c'est loin d'être quelque chose de simple. Mais je sais que c'est des choses pour lesquelles on va discuter encore plusieurs semaines, plusieurs mois, puis en espérant c'est pas plusieurs années. Mais cette semaine, on doit avoir encore une discussion avec le bureau du ministre. Moi, je leur ai adressé principalement 2 choses. Est-ce qu'on peut pas tout de suite réfléchir au programme? Il y a un programme d'aide qui est là, puis les gens, je pense, étaient quand même assez satisfaits qui ont participé à la rencontre. Ah oui, c'est suffisant d'après toi? Mettons quelqu'un qui accepte de déménager sa maison. 1, il va falloir y trouver un terrain. 2, on y donne 158 000 $. Il y en a qui vont devoir reconstruire carrément. Ben, suffisant. Je disais, moi, je disais pas ça dans ce sens-là. Ce que je disais surtout, c'est qu'on avait eu une bonne présentation. Les gens se sont rendus disponibles. Les analystes sont sur le terrain. Est-ce que c'est suffisant? C'est du cas le cas, là, honnêtement. Mais une chose que je leur ai adressée déjà, c'est est-ce qu'on peut pas déjà penser là, au coup d'après? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on met des maisons ce qu'on appelle en imminence, les maisons vont être déclarées en imminence dans certaines conditions. Il reste plus assez d'espace entre la mer, la haute marée, puis l'habitation. Est-ce qu'on peut pas tout de suite aller un coup plus loin, là, puis se dire, regarde, on le sait, les gens de la sécurité civile nous le disent. Bon, mais le coup d'après, là, ça va être celle-là, ça va être celle-là, ça va être celle-là. Est-ce qu'on pourrait pas tout de suite commencer à l'adresser et à dire, bon, mais le programme, élargir le programme, parce que de toute façon, il y en a qu'on est capable de dire, si c'est pas l'année prochaine, dans 2 ans, dans 5 ans, ça va arriver. Est-ce qu'on peut pas offrir à ces gens-là, parce qu'ils vivent de l'inquiétude, est-ce qu'on pourrait pas faire un bout de chemin là-dessus? On m'a dit comprendre. L'autre aspect aussi, c'est tous les terrains du MRN. Les terrains du ministère qui sont de l'autre côté de la rue, mettons. On va penser à la Rubelle. La Rubelle, de l'autre côté de la rue, c'est beaucoup les terrains du ministère. Est-ce que on pourrait pas... Puis eux, le ministère, nous, on a une prévision 25 ans pour ces choses-là. C'est-à-dire, quand on parle, on se projette dans 25 ans, jusqu'à où on suspecte que ça pourrait monter. C'est la municipalité, c'est de la façon qu'elle l'aborde. Le ministère, lui, c'est 100 ans. 100 ans, là, ça nous met assez loin. Puis ça fait en sorte que tu peux plus bâtir à peu près plus très loin, très loin. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un bout de chemin à faire pour justement permettre de relocaliser les maisons qui sont près d'un côté de la rue, peut-être juste de l'autre côté, s'ils nous accordaient les terrains, puis ils convenaient avec nous là, de surseoir à leurs 100 ans, puis à moindre coût aussi. Ouais. Déménager une maison de l'autre bord de la rue ou déménager une maison ailleurs, c'est pas mal différent. En même temps, ce programme-là, ça a été clair, hein, c'est pour les gens, c'est pour les résidences principales seulement. Ouais, est-ce que les grands perdants, moi je connais des gens qui ont des chalets à Rubelle, par exemple, à Galix, là. Est-ce que les grands perdants, c'est pas justement les villégiateurs? Parce que des fois, on a des chalets qui valent cher aussi, là. On vient de perdre un actif important, là. Ben, t'en connais un, hein, qui est pas loin de toi. Ouais, monsieur le maire, il y a un chalet à Rubelle. Il a pas bougé ton chalet, toi? Moi, là, écoute, j'avais une glace qui était sur les marges de ma galerie. Pour qu'elle se rende là, ça veut dire qu'il y a eu un niveau d'eau quand même assez important. L'eau a passé par-dessus la rive. Si je me souviens bien, il est pas proche de la mer. Non, il était pas si près que ça. Mais la vague, puis il fallait qu'elle soit quand même assez épaisse, la vague, pour venir embarquer la glace à cette hauteur-là sur la galerie. Puis bon, mais moi, je sais, c'est un chalet. Je l'ai acheté dans ces conditions-là, en sachant que on y a investi quand même. Hein, tu tiens à avoir quelque chose qui est plaisant, tout ça. Mais j'ai toujours gardé à l'esprit que c'est un chalet. Puis on le sait qu'à l'occasion, il peut y arriver des choses. Mais c'est certain que c'est extrêmement désolant. Mais le programme, c'est pour voir aux gens leur principale habitation. Il est comme ça, le programme. C'est pas un programme municipal, là, c'est le gouvernement. Et naturellement qu'ils mettent les priorités sur les habitations principales. On peut les comprendre, là. C'est parce que sinon, tout le monde irait s'installer en se disant, ben c'est pas grave. Ouais, on peut comprendre. Par contre, il y a certaines installations. Moi, j'ai pris une photo, les installations du vieux quai, là, une photo qui a marqué l'imaginaire des Sétiliens, puis même des anciens Sétiliens à l'extérieur. Ouais. Il y a eu d'autres photos comme ça, là, qui ont beaucoup circulé. Entre autres, la promenade. Est-ce qu'à Sept-Îles, la ville, on a des dégâts importants, quoi, sur la promenade, entre autres? Je vous dirais, comparé à tout ça, c'est mineur.
c'est mineur. C'est un peu d'eau dans le sous-sol d'Omnisport, ça empêchera pas l'été prochain d'opérer les abris du vieux quai, par exemple. Non, puis il y a, je dirais qu'il y a une partie de la promenade, là, une petite partie là, où ce que ça a levé, la roche est glissée en dessous, ça a resté soulevé. Ouais. Ça a souillé pas mal, par exemple, mais ça. On va le ramasser. Ben oui, on s'est ramassé avec ce qu'on appelle la fameuse garnotte, là. Il y en a des endroits, il y en a 4-5 pouces. Mais ça se nettoie assez bien. C'est pas majeur, là. C'est pas. Puis c'est quand même particulier cette tempête-là. On a rarement vu que tous les endroits en même temps. Parce que souvent, si ça frappait justement du côté de la promenade, ben, c'était moins pire aux autres endroits sur les plages, la direction des vents, tout ça. Ouais, c'est ça. Mais là, on y a goûté pas mal partout là, dans nos endroits là qui sont fragiles. Ouais, même en Mingani, du côté de Port-Cartier également, du côté de Pentecôte, Rivière-aux-Anglais, là, c'est là, je pense qu'il y a des gens qui avaient des installations qui valaient quand même assez cher, c'est un camping, tout ça. Les gens ont perdu ça. En tout cas, on verra la suite des choses. Le temps passe, les gens. J'aurais aimé ça qu'on parle aussi des perspectives de 2017. Il nous reste pas beaucoup de temps. Le gros dossier pour toi en 2017, faut d'abord régler le compte de taxes, s'entendre avec la nouvelle société ferroviaire et portuaire. Oui, ça c'est. Écoute, tu m'aurais demandé les pires choses. Il y avait effectivement les événements de la fin d'année là, avec les rives, mais l'histoire du compte de taxes, c'est majeur là. Et on est assis avec eux, puis c'est clair. Moi, le ministre, notre ministre de région, là, je lui ai dit, tu me réserves. Je lui ai demandé de me réserver une plage de temps pour jaser un peu plus largement de ça et d'autres choses là, pour notre région. Mais écoute. Ça pourra pas être un discours d'un côté, on est là pour relancer, pour aider, pour faire en sorte que cette île comme d'autres endroits pour le plan Nord deviennent des pivots de tout ça. Puis en même temps, nous donner cette jambette-là. Là. Ça pourra pas être ça le résultat. Moi, j'accepterai pas ça. Mais bon, on est en discussion. Je garde bon espoir que ces discussions-là vont nous amener à quelque part qui est intelligent, là, qui est responsable. On s'en reprendra pour les autres dossiers de 2017. Peut-être en terminant, le déneigement, ça a aussi fait partie de la tempête. Hein? Il n'y a pas juste eu des débordements. Là, on a repris le dessus à Ville de Sept-Îles, mais j'imagine qu'on se dirige vers une année exceptionnelle au niveau du déneigement. Là. Imagine si on a la moitié de l'année de fête, puis il reste quand même 3 mois. Imagine si on n'avait pas pris les décisions là pour économie de souffler sur les terrains là à un certain moment, puis on n'aura pas le choix de n'en ramasser de la neige avec l'hiver qui est parti là, puis c'est correct, là, ça fait partie de l'équation. Mais imagine si en plus on n'avait pas pris ces décisions-là dans des contextes économiques plus difficiles. C'est des choix là qui s'avèrent aujourd'hui des bonnes décisions et qu'il fallait faire. Oui, ça amène des désagréments, certains désagréments, mais c'est des choses qu'il fallait faire. Si tu me permets, là, tantôt, on a parlé très rapidement, on a parlé des plages. Je peux te dire que j'ai constaté une chose sur le terrain. Tout le dossier de l'élime des sables, là, il y a bien des gens qui doutent, puis qui continuent un peu de ravager l'élime des sables. Moi, je peux te dire que... Nous, on parle pas de la maison de soins palliatifs, là, on parle du vrai, l'élime qui pousse. On parle de l'élime, la vraie élime là, sur les rives. Là. Quand les gens se promènent en motoneige, quand les gens circulent en VTT l'été. Où on n'est pas supposé de le faire. Moi, je peux te dire qu'on voit très nettement les endroits où il y a des descentes là vers la plage. Comme l'eau est rentrée directement là. Et c'est là que ça ravage énormément. Moi, chez nous, j'en avais beaucoup d'élimes. Puis ça a été quand même... ça s'est brassé. Ça coupe carré après. Puis on avait une petite descente de piétonnière, si on peut dire ainsi. Mais les ravages n'ont rien à voir avec ceux où il y avait des vraies descentes. Là. C'est clair que les limes, ça protège. Là. S'il y a des gens qui croient pas encore à ça, allez prendre une marche, même si on voit que c'est arraché à bien des endroits. Moi, je peux vous dire que c'est un élément qu'il faut pas négliger. S'il y a quelque chose, moi, je vais en replanter de l'élime. On va s'assurer de colmater un peu les trous, lorsque ça creuse un peu, mais je vais en planter, on va trouver une façon d'en avoir. Mais les gens, souvent, ils disent, c'est pas grave, ben non, mais quand, allez prendre une marche, prenez le temps sur les rives. Vous allez comprendre là, quand on parle de protection des rives, là, l'importance que ça peut avoir pour tout le monde. Là. Bon. Et 2017, on reprend quand du côté du conseil? On est lundi, il n'y a pas de rencontre ce soir public, là. Non, on va tomber assez vite dans le feu, je peux vous dire. Là on se prépare, là, on s'installe, on est au retour. Mais lundi prochain, on se rencontre et le lundi suivant, on est en assemblée publique. Beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de dossiers. 2016, c'était une grosse année. 2017, moi j'ai confiance, j'ai une bonne confiance pour l'avenir. Honnêtement, de toute façon, je le disais ce matin, j'étais un maire pessimiste, j'aurais pas d'affaire là. Il faut travailler
positivement. Chaque chose qui arrive offre des opportunités et il y en a des opportunités. Je suis très heureux de 2 événements particuliers qu'on a eu en 2016. On a eu le Forum citoyen, où est-ce qu'on a permis aux gens de parler de la qualité de vie. Qualité de vie, on parle d'économie, on parle d'environnement, on parle de toutes sortes de choses qui concernent notre monde. Et le savoir-faire pour moi qui est hyper stimulant comme exercice, ça fait que nos jeunes étudiants à l'extérieur, il a sorti des idées-là qui restent maintenant à amener plus loin. On sait que les 3 premiers mois, c'est réservé aux gens qui ont participé à l'événement, mais ensuite, ça va être ouvert, ça. Ça veut dire que s'il y a des gens qui veulent venir voir dans Valise qu'est-ce qu'on a, les projets qui sont là, ben ils vont être les bienvenus. Mais c'est des choses sur lesquelles on va bâtir. L'esprit entrepreneurial, j'y ai mis un gros accent en 2016, puis je vais poursuivre en 2017, parce que l'esprit entrepreneurial, c'est justement de saisir les opportunités. Et je vous le dis, il y en a des opportunités qu'il ne faudra pas manquer. Je suis optimiste aussi là, au niveau des ressources naturelles. Lentement mais sûrement, on va revenir à quelque chose d'intéressant. Je suis pas inquiet. Et on va travailler très fort sur l'histoire du gaz naturel, clairement, parce que c'est un élément clé de notre développement. Puis on va mettre le paquet encore cette année pour que ça débloque, en espérant que ce sera en 2017. Eh bien, Régent Parlier, un gros merci pour ta présence en direct aujourd'hui à Côte-Nord Attitude. Dans quelques instants, on reçoit le président de la CSN Côte-Nord, Guillaume Tremblay. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Besoin d'aller à l'extérieur, mais pas de permis de conduire. Sur le pouce. Pas de voiture. Sur le pouce. Vous allez à l'extérieur, mais vous ne voulez pas faire la route tout seul. Sur le pouce. Vous cherchez un service gratuit et efficace. Sur le pouce. Sur le pouce. 962-3838. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Une tradition intéressante du côté de la CSN, là, à tous les niveaux, en début d'année comme ça. On fait un bilan de l'année précédente et on parle des perspectives, des gros dossiers qui s'en viennent. Il y en a beaucoup, vous allez voir, au Conseil central de la CSN Côte-Nord. Je m'entretiens à l'instant avec le président du Conseil central Côte-Nord CSN, Guillaume Tremblay. Bonjour, bonne année 2017. Bonjour à vous, bon début d'année à vous et à vos auditeurs. On a vu la CSN, on a beaucoup entendu parler de la CSN en 2016. Ben, il semble qu'il y a encore beaucoup de dossiers en 2017. Là. Je voulais parler des négos qui s'en viennent d'abord, Guillaume. Là, je vois qu'il y a quand même plusieurs négociations prévues en 2017 du côté de la CSN, notamment les CPE, les employés du pénitencier de Port-Cartier, les agents correctionnels également au niveau provincial. Il y a quand même pas mal de négos à venir. Hein? Tout à fait. Je vous dirais que ça va être des gros dossiers de relations de travail qu'on va avoir à traiter. Évidemment, du côté des agents de la paix, vous en avez parlé, du côté de Sept-Îles. En fait, du côté de Sept-Îles et du côté de Bécomo, ça fait depuis avril 2015 que leurs conventions collectives sont échues. Donc, il y a un travail important à faire là. Et je vous dirais tout de suite que au niveau des agents de la paix, dans le ministère de la Sécurité publique, c'est un peu les parents pauvres, si on veut, là, quand on compare avec les policiers ou entre d'autres corps de métier qu'il y a dans la sécurité publique. Là. Au niveau des salaires, au niveau des conditions de travail, il y a beaucoup d'enjeux de formation aussi pour ces gens-là. Donc, je pense que ça va être une négociation qui va être importante pour nous. Évidemment, du côté de Sept-Îles, 30 ans plus tard, peut-être que je me trompe en termes d'années, mais après plusieurs années, enfin, on a un centre de détention qui est neuf, en fait. Ben, on a hâte de l'ouvrir quand même. On l'a pas vu encore. Oui, tout à fait, qu'on va ouvrir. Donc, je parlais des enjeux de formation qui étaient reliés à leur travail, mais aussi au déménagement, puis tout ça, enfin, ça va se faire. Du côté de Bécomo, par contre, il y a un enjeu de modernisation et de rénovation suite à l'émeute qu'on avait eu un peu plus il y a quelques mois, en fait, là, du côté de Bécomo, où ça va prendre des investissements pour rénover ce qui a été brisé lors de l'émeute, mais aussi ça va prendre des investissements pour moderniser minimalement ce centre de détention-là. Vous l'avez mentionné, du côté des CPE, ça fait plusieurs mois qu'on est en campagne pour expliquer à quel point les CPE, c'est important dans la vie des citoyens, des citoyennes de la Côte-Nord. C'est un service essentiel, important. Et on a beaucoup de difficultés avec les libéraux parce que les libéraux, actuellement, le gouvernement en place, le ministère de la Famille, il a augmenté les tarifs, il prend beaucoup de mesures pour privatiser ce service-là. Nous, on veut garder ça public avec des tarifs qui sont intéressants pour tout le monde. Là, en plus, cette année, il va s'ajouter le renouvellement de la convention collective. On a
en représente tout près de 200. Ça fait que ça aussi, c'est un enjeu important. Il y a les paramédics et vous avez de nombreux milieux aussi là, qui sont à renégocier leur convention collective. Ben oui, la CSN va négocier pour les salariés des magasins de la SAQ. Les employés de Radio-Canada sont nombreux à cette île. Il y a les gens de la Sopfeu, les Caisses Desjardins, je pense du côté de Pentecôte, Tourbière, Gagnon également. Même les employés de Gagnon Frères. On va être très actifs. On a une bonne organisation. La CSN Côte-Nord, c'est quand même 5500 membres. Là, on a quand même pas mal de permanents pour regarder toutes ces conventions collectives-là. Là. Tout à fait. Je vous dis, on est très présent sur le territoire. Vous l'avez dit, tout près de 5500 membres partout répartis sur tout le territoire dans différents secteurs d'activité. D'ailleurs, on est bien implanté sur ce territoire-là avec 2 bureaux du côté de Bécomo, du côté de Sept-Îles et des conseillers syndicaux sur place qui donnent des services bien spécifiques au niveau des relations de travail. Évidemment, il y a moi qui agis comme répondant politique et on a des collaboratrices, des conseillers syndicaux qui bougent là justement quand on renouvelle les conventions collectives de tout ce beau monde-là. On a des conseillers syndicaux qui travaillent pour mobiliser ces gens-là, organiser des activités, des manifestations. Ça ressemble beaucoup à la CSN. C'est ça la CSN en fait. Et c'est de cette façon-là qu'on se déploie puis qu'on donne nos services à nos travailleuses et nos travailleurs qu'on représente. Oui, Guillaume, on a beaucoup entendu parler de la CSN, les négos dans le réseau de la santé, dans le secteur public au cours des dernières années. Vous avez eu des bons gains, hein? Je pense que la CSN a fait le travail là pour défendre le 8% là, des fonctionnaires de Sept-Îles-Port-Cartier. On sait qu'on l'a gardé, la prime, dans la dernière convention du gouvernement. Il y a par contre d'autres dossiers qui sont plus difficiles, celui des Doctilab. Je voyais votre communiqué d'aujourd'hui, les 2 députés vous appuient, mais il s'est passé quelque chose à Bécomo. Là. On est en train de regarder les équipements qu'on pourrait transférer vers le Saguenay. Ça veut dire que la machine pourra plus reculer. Est-ce que du côté de cette île, le réseau de la santé est en train de regarder aussi pour transférer des gens et des équipements? Au moment où on se parle, l'information que nous avons, ça s'est passé du côté de Bécomo, où il y a des visiteurs qui sont venus regarder, évaluer, en tout cas, ou regarder les appareils que nous avions dans nos laboratoires, qui avaient un intérêt de les amener vers le méga laboratoire qu'on est en train là, de vouloir implanter du côté du Saguenay. Pour nous, ça ne passe pas, ça, c'est une goutte qui fait déborder un vase déjà trop plein. Moi, je trouve que c'est totalement inacceptable de vouloir, en tout cas, d'accepter une telle chose. Les équipements que nous avons dans nos établissements de santé sur la Côte-Nord doivent y rester. Si M. Barrette veut faire un super laboratoire au Saguenay avec lequel on n'est pas d'accord, ben, il équipera ces laboratoires-là de la façon qu'il voudra, mais ça ne sera pas avec les équipements que nous avons ici sur la Côte-Nord. Je vous le disais tantôt, il a évalué les choses du côté de Bécomo, mais moi, je pense que tous les établissements de santé sur le territoire sont à risque. Je ne sais pas encore du côté de cette île. Je sais qu'aussi du côté de la Minganie, on n'a pas encore cette information-là, mais du côté de la Minganie, on a un laboratoire qui a été quasiment remis à neuf. Donc, il pourrait peut-être avoir des équipements qui pourraient les intéresser de ce côté-là aussi. Du côté de cette île aussi, ces équipements-là doivent rester sur la Côte-Nord. C'est pour ça qu'on fait une autre activité de mobilisation parce qu'on en a fait plusieurs, vous l'avez dit, notamment sur la route 172 en interrégional, où les maires, les députés étaient venus nous appuyer là-bas. On va continuer cette mobilisation-là, une mobilisation qu'on veut citoyenne. On invite tous les gens de Bécomo à se joindre à nous, former une chaîne humaine. Là. On veut garder nos services de proximité sur la Côte-Nord et l'expertise et les travailleuses qui vont avec. Oui, ce matin, avec un conseiller municipal de Bécomo, Yves Montigny, avec le député aussi à Bécomo, Monsieur Ouellette, là, on a envoyé un message clair au ministre Barrette et au gouvernement du Québec. On veut des réinvestissements massifs dans le réseau de la santé de la Côte-Nord au cours des 2 prochaines années. Là. On a l'impression qu'on défend pas juste les travailleurs du réseau de la santé. Je sais que vous avez plusieurs membres à l'hôpital de cette île. Là. On défend aussi les services à la population dans ce temps-là. Tout à fait. Nous, oui, notre objectif premier, c'est d'abord bien représenter nos travailleuses et nos travailleurs et de les défendre dans leurs conditions de travail. Mais on a aussi toujours cet objectif-là de défendre justement les services qui vont avec ça. Et moi, je dis toujours qu'on le voit dans le réseau actuellement, là, au niveau des compressions qu'on a subies depuis plusieurs années, la réforme aussi qui sont en train d'implanter. C'est les travailleuses et les travailleurs d'abord qui subissent toute cette charge-là qu'on leur impose, cette charge-là supplémentaire pour toujours s'assurer que les gens qui vont chercher des services en santé et en services sociaux aient de bons services. Mais pour qu'on soit capable de garder ces bons services-là avec ce qu'on subit depuis plusieurs années au niveau des compressions, là, ben, toute cette charge-là supplémentaire, ce sont les travailleuses et les travailleurs du réseau qui l'ont pris sur leurs épaules. Mais
Maintenant, nous, ce qu'on dit, c'est que ça suffit. On n'est plus capable d'en prendre, puis on le voit de toute façon avec les taux d'absentéisme qui sont toujours en augmentant. On dit que ça suffit, on n'est plus capable d'en prendre. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un réinvestissement massif dans le réseau de la santé et des services sociaux. D'ailleurs, il a commencé à le faire avec les CHSLD. Ils font des consultations également. Moi, je vous dirais qu'on a eu une rencontre là, un peu avant les fêtes, notamment pour les CHSLD, le groupe de préposés aux bénéficiaires. On en a eu une aussi avec la direction locale du site pour les centres jeunesse, pour justement placer des affaires puis leur dire, nous, on est prêts à collaborer pour améliorer les choses dans le réseau. On a toujours fait ça de façon paritaire avec l'employeur. On est toujours prêts à collaborer, mais du côté du gouvernement du Québec, ça va prendre des investissements massifs pour qu'on soit capable de suivre les coûts du système qui augmentent année après année. En terminant, dernier sujet, là, on avait un message clair aussi pour le gouvernement concernant l'emploi. On voudrait de la création d'emplois. Sur la Côte-Nord, on vit encore un ralentissement. Là, tous les investissements du gouvernement sont bienvenus pour au niveau de l'économie. Hein? Tout à fait. Il est clair que moi, je regarde des organismes comme Développement économique Sept-Îles, Idée Manicouagan du côté de la Manicouagan. Ce sont des organismes économiques qui travaillent pour essayer d'attirer des investisseurs. Je trouve qu'il y a un très bon travail qui se fait là. Ces gens-là travaillent très fort, mais le gouvernement, encore une fois, va devoir jouer son rôle. Vous savez, le plus gros employeur sur la Côte-Nord actuellement, ça a toujours été comme ça. Sur la Côte-Nord, mais aussi au Québec, c'est le gouvernement du Québec et il doit agir quand il y a un ralentissement économique du côté du secteur manufacturier, du côté de la grande entreprise. Lui-même doit jouer son rôle, puis il ne doit surtout pas compresser certains ministères pour qu'on envoie des gens à la retraite puis qu'ils ne soient pas remplacés, là, parce que ces gens-là donnent des services à la population. Fait qu'il devrait donner l'exemple de, justement, remplacer les gens qui quittent à la retraite, s'assurer qu'on soit capable de donner des bons services. Et ça, ces emplois-là qui créent ou qui conservent quand ils remplacent le monde qui quitte à la retraite, ce sont des impôts qui sont déposés dans ces coffres, puis en même temps, il y a des bons services qui se donnent à la population. Fait que ça a un effet, là, un double effet positif, si vous voulez. Là. Fait que le gouvernement doit jouer ce rôle-là, doit mettre en place des leviers ou des organismes qui s'occupent de développement économique. On avait avant ça ce qu'on appelait la conférence régionale des élus, qui était peut-être pas parfaite, mais qui avait 20 professionnels qui connaissaient bien le territoire, qui avait des budgets aussi qui étaient rattachés au Fonds de développement régional. Ces gens-là généraient des projets, généraient de la création d'emplois. Maintenant, on a perdu ça, puis ça, c'est suite à une décision qui a été prise par le gouvernement du Québec. Moi, il doit jouer un rôle important à ce niveau-là, surtout dans les périodes où on se trouve actuellement, où la grande entreprise, les richesses naturelles, c'est un peu plus difficile de ce côté-là. Eh bien, on voit que la CSN Côte-Nord va rester vigilante dans les dossiers politiques, économiques et syndicaux en 2017 avec plusieurs négociations impliquant des gens de Sept-Îles et Port-Cartier. Guillaume Tremblay, on aura certainement l'occasion de se reparler au cours de l'année en cours. Un gros merci pour cette première entrevue de 2017. Je rappelle que tu es président de la CSN Côte-Nord. Un gros merci à vous et à vos auditeurs et bonne journée. Attitude. Tu sais, quand on achète n'importe quoi juste parce que c'était un super rabais. Matt, t'as reçu une boîte? Oh, c'est quoi ça? C'est une harpe celtique. C'est pas vraiment super si c'est pas ce que vous voulez, non? En ce moment, achetez la Fusion et l'Escape 2017 à 0% sur 72 mois plus 500 $ en bonus fin d'année. Quand on a des rabais exceptionnels sur ce qu'on veut vraiment, c'est facile d'embarquer avec Ford. Toi, tu sais jouer de ça pour vrai? Ben oui. Faut juste que je trouve où ce qu'on souffle. Visitez trouvervotreford.ca pour les détails. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Eh bien, Valérie, on va parler de la Maison de la famille du côté de Port-Cartier. On lance aujourd'hui la 5e campagne de financement. C'est un organisme apprécié des familles de Port-Cartier. Et pour en témoigner, le docteur Annick Aymon est avec nous. Bonjour, docteur Aymon. Bon midi. Alors, vous impliquez comme présidente d'honneur de cette campagne. C'est parce que vous le voyez, vous, hein, de votre œil de médecin, là. C'est utile en Moses, une Maison de la famille. Ben, une Maison de la famille, c'est un partenaire, je vous dirais, très, très, très précieux dans une
communauté comme la nôtre. En fait, moi, à tous les jours dans mon travail, je suis à même d'apprécier là, les services qu'ils offrent à une bonne partie de ma clientèle. Puis je vous dirais que je pense que pour une petite ville comme la nôtre, là, c'est un organisme important, surtout dans la conjoncture économique actuelle. L'an passé, c'est 40 000 $ que vous aviez amassé. Cette année, quand même un objectif un petit peu plus élevé. On veut amasser 50 000 $. Faut dire que l'année 2017, ce sera une année charnière pour la Maison de la Famille, entre autres avec le déménagement. Effectivement, je pense que c'est un objectif qui est ambitieux, mais je pense aussi qu'il faut être ambitieux dans le contexte où, vous savez, comme moi, on a tous déjà déménagé à titre personnel, là, donc on se ramasse toujours avec des surprises, là, que les stores coûtent plus cher qu'on pensait, que bon, faut réaménager des choses. Fait que c'est sûr que pour la Maison de la Famille, c'est un gros défi, le déménagement qui est prévu en juin. On veut maintenir les services actuels. C'est sûr que on veut continuer à offrir la même qualité de service à la population. Puis pour ça, ça prend des sous. Puis tu sais, on sait qu'on est dans un contexte où les gouvernements, ils coupent plus qu'ils en rajoutent. Alors, je pense qu'il faut essayer de pallier à tout ça. Je lisais dans le communiqué qui a été envoyé que pour atteindre l'objectif, vous voulez avoir la théorie des petits pas. C'est quoi ça, cette théorie-là? Je trouvais ça bien mignon. La théorie des petits pas, écoutez, on parle de la Maison de la Famille, donc les petits pas, on connaît ça. C'est un double sens, là. Expliquez-nous le deuxième. C'est à double sens. Non, la théorie des petits pas, en fait, c'est qu'on veut maintenir les services actuels, ça c'est clair. Mais c'est clair qu'éventuellement, on a plein d'idées. Je pense que ce soit les partenaires, que ce soit la clientèle, que ce soit les intervenants de la Maison de la Famille, tout le monde se met ensemble, puis tout le monde essaie de trouver des bonnes idées, puis comment on peut améliorer quelque chose qui est déjà bon, mais trouver des nouvelles idées de services à offrir, comment optimiser les choses qui sont déjà en place. Fait que c'est comme ça qu'on appelle des petits pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas un objectif de transformer la Maison de la Famille. Au contraire, c'est quelque chose qui marche bien. Mais si on peut ajouter des choses petit peu par petit peu, puis on veut les faire de façon solide aussi. C'est-à-dire que c'est comme un enfant qui apprend à marcher, là, il peut pas courir au début. Donc, il va trébucher un peu. Mais nous, ce qu'on veut, c'est y aller de façon solide. Donc, de mettre des choses en place, mais pas les enlever après, là. Tu sais, on veut vraiment y aller petit pas par petit pas, mais de façon assurée. Quand vous dites que c'est une organisation qui marche bien, là, c'est les services directs, hein. Moi, je connais un peu la Maison de la Famille à Sept-Îles, là, en vol. Il y a plein d'ateliers prénataux pour les jeunes avant l'école, là. Donnez-nous des exemples, là, de choses qui se font chez vous et qui sont appréciées des familles, là. Ben, si on regarde, nous, entre autres, on a les petits soleils qui sont un équivalent de prématernelle pour les enfants d'âge préscolaire. On a la halte garderie. On a la confection de purée avec les nouvelles mamans, les papas aussi, là. On dit maman, mais bon, c'est pas péjoratif. Donc les confections de purée, comme on disait, mais il y a des conférences, il y a des cours, il y a des fois des activités là, d'aller à la piscine avec les mamans, parents et bébés. Puis il y a aussi des paniers d'urgence, des paniers de nourriture d'urgence qui sont disponibles. C'est sûr que j'en oublie là, mais en tout cas, ça fait un petit tour, mais c'est des services qui sont très appréciés. Puis des fois, c'est juste de socialiser aussi. Tu sais, il y en a des familles qui peuvent se ramasser un petit peu seules, des adultes qui voient pas d'autres adultes nécessairement. Juste d'aller à la Maison de la Famille, de rencontrer d'autres familles, ça fait du bien. Ben effectivement, je pense que tous les nouveaux parents qui ont eu des petits bébés le savent. Là, les premiers mois, on dort pas, on a la coulée de lait sur l'épaule ou la trace de vomi sur notre linge. On se sent un peu tout seul avec notre bébé, puis de voir qu'on n'est pas, puis tu sais, notre famille, nos amis, on veut montrer qu'on est bon puis qu'on est hot là. Fait qu'on va leur montrer un beau visage souriant, mais des fois juste de constater que regarde, son petit bébé, elle aussi, il pleure, puis elle aussi, elle a de la misère avec son allaitement. Je pense que ça permet de normaliser des choses qui sont normales, mais que dans notre société un peu Facebook, là, on montre juste le beau côté, puis non, moi, mon bébé, il est parfait, là. Mais c'est pas la réalité, c'est pas tout à fait. C'est ça, la vie n'est pas parfaite, finalement. Exactement. Pour atteindre votre objectif de 50 000 $, il y aura, entre autres, 2 activités de financement, qui sont les activités qui sont classiques, là, disons, le fameux vin et fromage et la journée familiale. Ça s'en vient au courant de l'année? Exactement. La soirée vins et fromages aura lieu le samedi 18 février prochain. C'est l'activité charnière là, du financement de la Maison de la Famille. C'est une activité qui commence à être connue ici à Port-Cartier, puis je vous dirais qu'en général, les billets s'envolent vite. Alors,
j'invite les gens, là, les informations vont être accessibles pour la soirée vin et fromage sur la page Facebook de la Maison de la Famille, là, probablement dans les prochains jours. Donc, je les invite à aller voir parce que ça part vite, ces billets-là. C'est toujours une belle soirée. Puis, l'activité exactement la journée familiale le 20 mai. L'équipe de la Maison de la Famille travaille également sur 2 activités supplémentaires qu'on voudrait faire dans l'année pour augmenter un peu le financement. Mais ça, ce sera des petites surprises à venir. Là. C'est encore en processus. Le 20e anniversaire, on va le souligner dès le mois de février, lors du souper? Ah, ben certainement. Certainement, je pense que c'est une grosse étape. Là, 20 ans, c'est toujours un chiffre appréciable. On nomme ça les chiffrons, hein. Faut souligner. Mais c'est clair que le thème de la soirée, ce sera les étoiles. On veut montrer que tous les... en fait, on veut amener les gens vers les étoiles, puis les faire rêver un petit peu, puis leur montrer que d'encourager nos familles à aller bien, ben c'est de les pousser un peu vers ce qu'il y a de mieux. Et là, ben les billets, si vous dites sont en train de disparaître vite, là, moi j'appellerai après-midi si je veux y aller, là. Ben, je vous dirais que toutes les informations vont être sur la page Facebook de la Maison de la Famille dans les prochains jours. Mais c'est sûr que c'est une activité qui est très, très appréciée, je pense, de la part des participants, là, ceux qui ont eu la chance de participer dans les années antérieures. Je pense que c'est toujours une belle soirée. À moins de faire ça à l'Arena, c'est toujours un nombre de places limité quand même. Ben exactement, c'est ça le bug, hein, c'est qu'on peut pas étirer les murs. Donc, mais c'est clair que je pense que les gens qui vont être là en auront pour leur argent. Ben, on aura certainement l'occasion de suivre ce qui se passe du côté de la Maison de la Famille, peut-être même d'en reparler avant le 18 février. Docteur Annick Aymon, un gros merci d'avoir pris du temps avec nous en direct pour la Maison de la Famille de Port-Cartier ce midi. Ben merci à vous de nous donner cette vitrine-là. Côte-Nord. Attitude. De Nashville à la Côte-Nord. Je vous invite à être du rendez-vous ce samedi 17h pour De Nashville à la Côte-Nord. Vos salutations et demandes spéciales. Soyez-y samedi 17h à 21h. Pur FM 94.1. Ici Daniel Potvin. Je passe les samedis et les dimanches matins avec vous dès 8h. Les plus grands succès des années 60 à aujourd'hui. Les samedis et dimanches matins à Pur FM. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.1. Et pour conclure l'émission Côte-Nord Attitude ce midi, on s'entretient avec le fondateur, toujours très impliqué, Michel Pelletier. On parle autant de la troupe que de l'école du Masque d'Or. Bonjour Michel, bienvenue. Bonjour. Bonne année 2017. Et vous pareillement, on va souhaiter d'abord la santé, bien sûr, puis la joie, le bonheur pour le reste de l'année. On va revenir sur 2016 du côté du Masque d'Or. Ça a vraiment été une année importante pour la troupe. Là, on a changé de salle, on a changé de saison. Est-ce qu'on est quand même satisfait au niveau de la troupe, de sa production annuelle? C'est le Masque d'Or présenté à l'automne à Jean-du-Nord. Oui, pas à Jean-du-Nord, par contre. À Manicouté, oui. Tout à fait. Dans notre ancienne salle de spectacle. Il y a quand même près de 400 sièges. Ça a été une très belle réussite. Ça a été très bien accueilli. Disons que les gens qui étaient là ont vraiment apprécié le spectacle, ils ont pu savourer. C'est sûr qu'ils sont plus à proximité aussi qu'à la grande salle. Ça, c'est aussi pas indéniable quand même. Et puis les gens n'ont pas vraiment vu de différence entre la grande salle et celle de Manicouté parce que évidemment la scène est à peu près la même superficie et ainsi de suite. Puis on avait aussi loué l'équipement externe pour compléter le tout au niveau de la sonorisation et de l'éclairage. Moi, je vous soupçonne d'avoir travaillé très fort pour que le public ne soit pas incommodé. Mais pour vous autres, les artistes, là, en termes de production, on avait quand même moins de commodité que la salle Jean-Marc Dion, non? C'est sûr que il faut faire avec ce qu'on a comme salle, mais la structure, la coquille est la même. Alors, c'est comme les spectacles de tournée. En fait, ils en viennent, bien souvent, vont arriver avec leur propre équipement de sono et d'éclairage pour gagner du temps. Et puis, les gens vont se voir comme dans n'importe quelle grande salle. Donc, faut s'ajuster comme des professionnels, même si on n'est pas rémunéré, on n'a pas de paye comme tel. Mais, bref, comme les professionnels, on s'ajuste. Et puis, le spectateur, au niveau, les effets spéciaux, tout ça, on avait, des autoporteuses. Donc, on avait, qu'on a acheté, justement, en sachant qu'on pouvait pas aller à la salle pour différentes raisons de date là, qui concordaient pas. Alors, on avait quand même des grandes toiles, comme si on était à la salle de spectacle, mais au lieu qu'ils viennent du ciel, c'était fixe. Et puis, entre des
pour les divers tableaux, il y avait le rideau de scène qu'on fermait, puis on pouvait se réajuster après. Oups, on est rendu ailleurs avec encore une immense toile qui représente un décor et des décors amovibles. C'est ça. Et de monter une pièce comme ça, veut pas, ça coûte des sous. Donc, monétairement parlant, est-ce que de l'avoir fait à la salle, à l'auditorium Louis-Jean Cormier de l'école Manicouté, est-ce que c'est plus rentable pour vous? En fait, je vous dirais que on n'a pas le meilleur des deux mondes. Hein? Okay. On aurait aimé, oui, être à la salle de spectacle, c'était pas possible à cause des dates, mais de l'autre côté, tu vas pouvoir te payer seulement 2 soirs à la salle. Alors que l'artiste, lui, il aimerait jouer le plus souvent possible. Donc, alors, à Manicouté, on a pu jouer au moins 4 représentations. Donc, c'est le même effort de travail pour tous les artistes et artisans de présenter un spectacle annuel. Si tu es capable de le faire, de jouer 4 fois, 6 fois, alors que dans une autre salle, à cause des frais que ça engendre, tu ne peux que jouer que 2 fois. C'est sûr que comme artiste, tu aimes mieux jouer à 6 représentations ou 4 représentations. Ça, c'est sûr. Alors, pour l'année qui s'en vient, peut-être ça sera encore à Manicouté, peut-être ça sera à la salle Jean-Marc Dion. On est en train de regarder tout ça, faire notre bilan aussi de cette saison-là au niveau financier, tout ça. Et puis, regarder. Si c'est à Sept-Îles avec Jean-Marc Dion, peut-être qu'on ira jouer à l'extérieur pour compléter le tout. Pourquoi pas aller à Bécomo ou ailleurs pour faire 2 autres représentations, d'autant plus que c'est une pièce grand famille qu'on va présenter, Scrooge, un chant de Noël de Charles Dickens, pour fin novembre, début décembre 2017. Oui, puis c'est un grand déploiement, là, ça vous prend plusieurs personnes. C'est toujours un grand déploiement. Oui, mais là, ça prend quand même plusieurs personnes. Le Magicien d'Oz, c'est pas évident non plus à monter, un grand classique quand même. Mais moi, vous savez, quand que je parle du spectacle de 2017, je suis déjà en 2018 et 2019. Donc, il faut que je sois toujours d'avance pour être en mesure de pouvoir qu'on puisse effectivement donner être fin prêt pour dire aux collaborateurs, ben voici ce qui s'en vient, voici les projets qui sont proposés. Alors que le spectacle Un chant de Noël, A Christmas Carol, c'est une nouvelle adaptation, c'est que tu l'as jamais vu ici. Oui, la pièce comme telle, on la connaît, on la voit il y a eu un classique de film et de théâtre, mais les chansons, on a reçu les arrangements musicaux, tout ça, qui viennent de ça et là, puis que moi j'en fais notre version à nous, et même il y a des chansons qui n'ont pas affaire à la pièce comme telle, mais qui sont du domaine public, et puis avec de nouveaux arrangements, et c'est vraiment un bijou à voir. Michel Pelletier, le Masque d'Or, on le sait, là, comment vous avez été important pour nos artistes qui viennent d'ici. On a eu un Moses de bon exemple en 2016, là, avec Yvan Pedneau qui a percé à la voix. Quand même, il a commencé avec le Masque d'Or, puis il y a eu la piqûre avec le Masque d'Or. Il y en a plein d'autres qu'on pourrait nommer aussi, là, qui sont dans le même cas. Moi, je trouve que d'avoir fondé votre propre école, c'était drôlement pertinent dans ce sens-là, là. L'école, il y a des activités, justement. Cette année, on commence avec les jeunes à dès l'âge de 4 ans? Oui, ben là, c'est une tentative. En fait, on a déjà des inscriptions qui sont là. Il reste encore quelques places. Ce soir, on peut venir inscrire notre enfant de 4 à 6 ans. Alors, c'est un éveil au théâtre musical. Donc, les enfants vont participer. Là, c'est une demi-année parce qu'on termine à la fin avril. Puis, possiblement, peut-être, les tout-petits pourront faire partie du spectacle de l'école avec les secondaires et primaires. Mais pour le moment, ils apprennent une chanson, ils apprennent une chorégraphie qui va avec la chanson et un texte de théâtre qui va avec tout ça. Fait que chaque scénette, ils apprennent autant une chorégraphie, un théâtre, et évidemment, on s'entend que ce sont des scénettes peut-être de 3 minutes, 5 minutes, mais c'est du par cœur qu'ils savent pas lire encore à 4 ans. Alors, on a 2 élèves professeurs et sous ma supervision. Ils ont eu leur formation à l'automne dernier. Ça a été super bien. Et puis là, ce soir, ce sont les inscriptions. Évidemment, on a déjà des inscriptions actuellement en main. Et il nous reste quelques places à combler. C'est ce soir à 7 heures, oui, au centre sociaux, au grand salon, le local de 3-5, 2e étage. Alors, c'est à 7 heures, donc de 7 heures à 8 heures, on peut venir inscrire son enfant. Et mercredi, c'est pour d'autres groupes? Mercredi soir, ça, c'est pour la grande troupe qui va présenter un chant de Noël, le Christmas Carol de Charles Dickens. Alors là, ce sont l'information et l'inscription pour tous les âges.
On a besoin d'enfants, on a besoin d'adultes, des adolescents, de différents gabarits, des élancés, des un peu plus enrobés comme moi, ou peu importe, parce que on veut vraiment recréer cette époque-là aussi. On en a aussi dans notre époque, mais je veux dire, cet esprit familial qu'est l'œuvre de Charles Dickens, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de scènes. Je suis en train de terminer les dernières lignes de l'adaptation actuellement au niveau théâtre. Au niveau des chansons, c'est pas terminé, c'est sûr, mais ça s'en vient. Et puis, bref, je dois vous dire que c'est vraiment un bijou et c'est un cadeau qu'on se donne parce trop souvent on est tellement omnibulé, tellement aussi à tous les jours, on va aller voir sur Facebook ce qui se passe, mon courriel, ici, ça et ainsi de suite. Là, on décroche le temps de quelques heures par semaine pour venir vivre intensément ensemble des moments qui vont venir nous rejoindre, tant par le chant que par le jeu des comédiens. Il y a beaucoup de scènes, il y a des personnages qui sont là, oui, mais qui à un moment donné disparaissent puis ils reviennent plus parce que la pièce progresse. On se souviendra un peu, pour ceux qui connaissent un peu la pièce, il y a l'esprit du Noël passé, Noël présent et Noël futur. Et puis là, à ce moment-là, Scrooge, le vieux bonhomme grincheux, avare et tout ça, lui va revoir son passé et il y a une décision à prendre. Donc, il y a 3 esprits qui vont venir le hanter au cours de la nuit. Et puis, son vieil associé dit, viens pas où ce que je suis parce que là, je suis enchaîné avec tout ce que j'ai vécu et toute la médiocrité et les gens, et j'ai affaibli les gens et ainsi de suite. Alors, viens pas ici, tu vas avoir des problèmes. Pense à ton affaire si tu veux rester ça. Alors, il perd même son amour, mais il reste qu'à la fin, ça conclut bien. Et on voit toutes ces scénettes-là s'imbriquer les uns les autres. La générosité, même si on est pauvre, on peut être encore généreux même si on est pauvre. C'est pas nécessairement les plus riches qui sont les plus généreux. Hein? Si j'ai 1 milliard en banque puis j'en donne 1 million, ça fait rien. Mais quelqu'un qui gagne à peine le salaire minimum puis est capable de contribuer à le guignoler, alors ça, est-ce que c'est être généreux? Je pense que oui. En tout cas, c'est un des grands contes de Noël de l'histoire qui a traversé le temps, là, qui a été vu en film, en comédie musicale et tout ça. Ce sera à suivre. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Pour les inscriptions, ce soir, c'est pour les jeunes. Mercredi, c'est pour les gens qui veulent faire partie de Scrooge, la troupe. 7h30. Et puis les auditions, évidemment, pour ceux qui aimeraient avoir des rôles, parce qu'il y en a quand même pas loin d'une 50aine de rôles à distribuer. Alors, c'est samedi qui s'en vient. Alors, faut venir nous voir pour avoir toute l'information nécessaire pour prendre sa décision, dire, ça m'intéresse. Et si quelqu'un veut juste chanter avec ce qu'on appelle le chorus line ou le choral ou alors chant commun, c'est seulement que le lundi soir, c'est 2h30 à peu près par semaine et c'est pas trop obligeant. Et puis ceux ou celles qui qui auront des rôles, ça ira le mercredi à raison de 30 minutes, 40 minutes. Plein de bonnes raisons de joindre le Masque d'Or. En terminant, Michel, on parlait tantôt là que tu es celui qui a formé et encouragé des gens comme Yvan Pedneau dans ta troupe actuelle, dans des jeunes qui suivent l'école. Est-ce qu'on les voit d'avance, ceux qui ont vraiment un intérêt, qui vont continuer là-dedans là et qui demandent peut-être un petit peu plus d'attention parce que ça leur tente d'aller plus loin? Il y en a, c'est un peu ton rôle à cette île, toi, hein? Ouais, il y en a, mais maintenant, c'est pas mon rêve à moi, c'est le leur. Donc, je pense à Philippe Touzel. Tu as eu de le cultiver, le rêve, bien sûr. À 6 ans, il savait déjà ce qu'il voulait faire. Alors, il est fait actuellement Philippe Touzel. Alors, à l'âge de 13-14 ans, après avoir parlé avec Yvan, avoir travaillé avec lui, et tout ça, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? C'est ça que je veux faire. Alors, on va travailler ensemble. Je peux pas travailler pour toi. Ça sera pas facile. Il va falloir, puis si tu veux jouer en théâtre musical, il faut que tu apprennes l'anglais alors qu'il parlait pas l'anglais. Il va falloir que tu t'expatries aussi. Alors, tout ça. Mais ça, dès 14 ans, on lui dit ça. Donc, alors, puis on a Juliane Giroir qui actuellement termine à l'université, qui va enseigner le théâtre et le théâtre musical aussi. Alors, il y en a peut-être, je vous dirais... Qui a joué des rôles importants avec le Masque d'Or, on se souvient aussi, Juliane, aussi. Et ailleurs. Encore, oui. Ça fait que toi, t'es surveillé encore, puis quand tu peux lui donner une petite tape dans le dos, là... Ouais, mais j'aime ça aussi. Mais Yvan, je suis allé le voir quand même 2 fois à Toronto. J'ai emmené ma belle-mère pour la dernière production avec Rock of Ages. Puis Yvan, il rappelle, il dit, Michel, oublie pas de lui amener des plugs pour les oreilles parce que je le sais que c'est fort. Au deuxième acte, la deuxième partie, ma belle-mère elle dit, j'enlève ça, j'ai pas besoin de ça du tout. Puis elle a adoré le spectacle, une femme de 84 ans quand même. Oui. Queen, c'était pas nécessairement dans ses références d'adolescence. Pas tout à fait, je crois pas. Mais elle a adoré vraiment. Donc, puis de voir aussi, c'est une fierté pour la ville. C'est une fierté, mais dans chaque être humain, quand on est capable de pouvoir se rendre utile
à quelqu'un. Des fois, c'est le petit déclic. La petite tape dans le dos que la personne à côté là aurait aimé avoir peut-être par ses parents, par ses pères qui l'a pas, puis c'est un étranger qui donne. On peut faire la différence. On peut faire la différence. Le petit 30 secondes, la 2 minutes, le 5 minutes, le café que tu vas prendre avec quelqu'un peut faire la différence entre dire réussir sa vie, faire quelque chose. Donc, puis le chant, c'est universel. Aller dans n'importe quelle tribu, n'importe quel peuple sur la terre depuis que le monde est monde, il y avait des rythmes, il y avait aussi de la musique. La danse et le théâtre aussi, d'ailleurs. Ben, Michel Pelletier, un gros merci. On rappelle que c'est ce soir, si on veut inscrire nos enfants, là, à la nouvelle session du Masque d'Or, mercredi pour la troupe. Bonne chance en 2017 à toute l'équipe du Masque d'Or. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Au revoir. Et Valérie, on a débordé un petit peu sur l'heure suivante, mais on avait du bon contenu ce midi. Tout à fait. C'est de la faute à Monsieur le maire au début qui est venu nous parler de la tempête, là. Fallait prendre le temps. Au revoir tout le monde, à demain.